le chef de l'État puisse demander à ses ministres d'aller à l'intérieur. Que le ministre de la fonction publique, qui a changé la fonction publique, vienne maintenant pour que les fonctionnaires sans courroie puissent maintenant vivre ça. On ne peut que remercier le Seigneur pour ça. Eh bien, nous l'avons dit tantôt, plus de détresse financière après la mort d'un agent ou fonctionnaire de l'État. Désormais, la SENSAP assure la prise en charge des obsèques des agents publics et de leurs dépendants. Cette matérialisation traduit la volonté du chef de l'État, celle de renforcer la protection sociale, rapporte Nadine Foutouka dans ce reportage. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, revêtue d'une deuxième mission de la prise en charge funéraire des agents publics de l'État et de leurs dépendants, car la mort, tout comme la souffrance, constitue non seulement des étapes de la vie humaine, mais aussi des moments sociaux suscitant la prise en charge financière. Les conditions sociales exposent ainsi plus d'un agent public de l'État aux défis relatifs au coût des funérailles. C'est ainsi que le gouvernement en a décidé à la prise en charge désormais des obsèques des agents publics de l'État au travers de la maison sociale des références, qu'est la SENSAP, pour soulager tant soit peu la souffrance des bénéficiaires. Cette prestation sociale qui prend cours le 1er août 2026 s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de renforcer la protection sociale des agents publics de l'État et à garantir une assistance diligente à leurs dépendants en cas de décès. Cette vision est matérialisée par un arrêté ministériel du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et d'innovation du service public de l'État. C'est une inspection surprise dans un supermarché ici dans la capitale. Ferdinand Massamba Massamba a tenu de s'assurer de la protection des emplois aux nationaux qui figurent parmi les instructions données par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage William Tunakov. S'imprégner personnellement des conditions de travail de ses compatriotes congolais, souvent victimes des injustices sociales, en vue de faire respecter strictement les normes et les codes du travail. Tel est l'objet de la descente effectuée ce vendredi 7 août par les ministres de l'Emploi et Travail dans les installations du supermarché SK dans la commune de la Gombe, non loin de Sirkouf. Sur place, les constats amers. Son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a mandaté, nous a demandé, nous a recommandé. Les conditions de travail de nos compatriotes soient améliorées. Et c'est sous la nation de son Excellence, Madame la Première ministre, que nous sommes ici. Je constate qu'en arrivant ici, on m'a laissé entendre qu'il y a 6 expatriés, mais subitement, après le contrôle, on en a 20 plus de 20. Les Congolais n'ont pas de pose de responsabilité, les Congolais, il n'y a pas la classification de l'emploi. Ce qui est grave, il y a que les expatriés qui ont un contrat avec l'entreprise principale, mais tous les Congolais et Congolais sont placés, sont sous-traités. Après avoir eu des entretiens tour à tour avec les travailleurs congolais et représentants des employeurs, le patron de l'emploi, Ferdinand Massamba Massamba, a instruit Marie Mugalou Moteba, inspectrice générale du travail, et Teddy Dako Epanza, directeur provincial de Kinshasa, pour constituer une commission ad hoc afin de contraindre l'employeur à se conformer sans tergiversation et sans complaisance à la législation en matière du travail en République démocratique du Congo. La Fédération des entreprises du Congo fait que les médias décident de créer un cadre de collaboration permanent. L'enjeu ici est de pouvoir mieux communiquer sur les opportunités et défis du secteur privé. Suivez. Après la phase de sélection du candidat à la deuxième édition du programme Mosala Elengi porté par la Quinoise avec l'appui de la Commission nationale de jeunes entrepreneurs de la FEC, a officiellement lancé le 5 2026 de formation au fil de 100 jeunes entrepreneurs retenus parmi plus de 1500 candidatures. La cérémonie d'ouverture a été marquée, entre autres, par les interventions du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katimbwe et de la deuxième vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo. Je suis davantage impressionné de voir que c'est des jeunes Congolais qui veulent apporter des solutions made in Congo aux problèmes que nous connaissons. Et donc, comme membre du gouvernement, j'étais évidemment heureux de participer à cet échange, non pas seulement pour écouter les gens, mais aussi pour rappeler les engagements
engagement du président de la République et de tous les gouvernements d'accompagner les jeunes, bien au-delà de ces engagements, de mettre en place une structure, pourquoi pas une modalité qui nous permette au niveau du ministère de la Communication d'accompagner ces projets pour qu'ils puissent être davantage connus. Pendant 2 mois, les incubés bénéficieront d'un programme intense de formation et de mentorat. Je suis très fière de Madame Tissière parce que c'est une initiative de la FEC. Comme vous savez, lorsqu'on parle développement économique, lorsqu'on parle entreprise, la FEC est le passage obligé. Je remercie le ministre d'avoir pris le temps de soutenir cette initiative qui est Mossala Elengi, soutenir ces jeunes qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat est difficile. Le plus difficile, c'est même pas d'être entrepreneur, c'est de le rester. Signalons que cette rencontre a connu la participation du président Georges Mukuna de Nécropole, le FPI, FOGEC et Vodacom Congo. Le ministre des Finances, lui, a procédé à la clôture des cliniques fiscales, une initiative qui vise à rapprocher l'administration fiscale des contribuables et améliorer le civisme fiscal. Reportage. Les cliniques fiscales ont vécu. Cette campagne vise à l'implémentation de la réforme de la facture normalisée, a tenu ses promesses. Au terme de ces cliniques, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likundeli Botaï, a délai sur le fait que le temps de fraude sur la taxe sur la valeur ajoutée appartient au passé. Une application mobile sera lancée dans le mois qui suit. Chaque consommateur pourra scanner une facture dans un supermarché pour vérifier si elle est conforme et que la TVA est encaissée au trésor public. Aujourd'hui, avec ces cliniques fiscales, nous venons siffler la fin des moratoires parce que nous en avons assez donné. À ce jour, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers ce système qui a été implémenté, sait et est informé de la fraude pratiquée par chaque opérateur économique en matière de la TVA. Nous aurions choisi d'appliquer la loi immédiatement et nous avons pensé qu'encore une fois de plus, le monde des affaires pourrait évoquer les doing business. Une avancée significative dans les secteurs. L'Argentin national a salué le travail remarquable abattu par les équipes de la Direction générale des impôts. Plusieurs entreprises sont déjà connectées à ces systèmes. Des sanctions sont prévues pour les récalcitrants car le temps du moratoire est largement dépassé. Avec ces systèmes, le gouvernement aura encore le moyen de sa politique en doublant le moyen de mobilisation des recettes. La facture normalisée a été initiée en 2017 et rendue opérationnelle 7 ans après, le 1er août 2025. Les codes du numérique entrent dans sa phase de vulgarisation en République démocratique du Congo. Une campagne a été lancée pour connaître les droits, devoirs et opportunités qu'offre la loi aux citoyens et aux entreprises. Faire connaître les codes du numérique et préparer les langues congolaises à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est le double défi relevé par les ministères de l'économie numérique, dirigés par les ministres Augustin Kibasa Maliba. Vers cette campagne nationale lancée à Kinshasa ce jeudi 6 août 2026 avec l'appui du PNID et de ses partenaires. Plus de 150 jeunes volontaires ont participé en présentiel et en ligne à cette cérémonie qui marque les débuts d'une vaste opération de sensibilisation. 2000 jeunes seront mobilisés pour diffuser durant 30 jours des contenus pédagogiques sur les droits et devoirs des citoyens dans l'espace numérique. L'autre temps fort de cette cérémonie, c'est le lancement du projet de collecte des données linguistiques vocales en lingala en vue d'enrichir les bases de données nécessaires au développement des solutions d'intelligence artificielle capables de comprendre les langues nationales congolaises, de répondre aux réalités locales et de garantir la souveraineté culturelle de la RDC. Une loi, aussi importante soit-elle, ne produit pleinement ses effets que lorsqu'elle est connue, comprise et appliquée. Un texte législatif ou réglementaire qui demeure dans les bureaux de l'administration ou entre les mains des seuls spécialistes ne peut pas suffisamment protéger la population. Il doit sortir des textes, rejoindre les citoyens et devenir un véritable outil de confiance dans l'environnement numérique. À travers cette campagne, le gouvernement entend promouvoir une utilisation responsable du numérique, renforcer la protection des citoyens dans l'espace digital et accélérer la transformation numérique de la RDC grâce à une jeunesse pleinement impliquée.
Un nouveau chapitre s'ouvre entre la République démocratique du Congo et l'Union africaine avec l'ouverture à Kinshasa du bureau de l'Agence africaine pour le développement. Ce bureau a pour mission d'accélérer les investissements et renforcer l'intégration économique de la RDC au continent. Suivez. Adapter les procédures aux nouvelles réalités des gestions et renforcer l'efficacité du contrôle financier, c'est l'objectif poursuivi par la direction des finances de l'administration douanière congolaise à travers la révision de son manuel des procédures. La directrice des finances Béni Moubeni Chai a souligné l'importance de disposer d'un référentiel actualisé capable d'accompagner la modernisation des activités de la direction. Face aux défis stimulants liés à l'accroissement, à la diversification et à la modernisation constante de nos activités, il s'avère désormais judicieux et indispensable d'adapter nos outils de gestion. Les manuels des procédures constituent en effet un document de référence qui décrit les modes opératoires, les règles de gestion, le circuit des tâches ainsi que les responsabilités des différents acteurs au sein du contrôle financier. Ces assises revêtent une importance particulière car elles traduisent la volonté de notre administration de moderniser ses pratiques de gestion et d'adapter ses outils de travail aux exigences actuelles de performance, de transparence et de bonne gouvernance. La mise à jour régulière de ces documents doit également garantir la continuité de l'accès à l'information et assurer une meilleure traçabilité des opérations comptables et la présentation successive des états financiers, a souligné le directeur général en charge des questions techniques, Baouna Mabolia Jean-Louis. Fruit du partenariat entre la RDC et le Japon, le pont Lotemba est désormais opérationnel, un investissement qui va booster la mobilité et le commerce local. Une nouvelle passerelle pour désenclaver les Sankoro. À Katakokombe, un pont à béton armé a été officiellement inauguré sur la rivière Lotemba. L'ouvrage, accompagné de 4 dallos, se situe sur l'axe stratégique Tchumbe, Loteta, Wambanyama, Mumbaville. Sa construction, fruit de la collaboration entre le ministère du Plan et l'ambassade du Japon. Ce pont constitue en effet à cet objectif en facilitant l'accès aux services essentiels, en réduisant l'isolement des communautés et en créant un environnement favorable au développement local. La cérémonie a réuni autorités politiques, élus nationaux, conseillers de chefs de l'État et une population sankoroise visiblement satisfaite. Cette cérémonie ne marque pas seulement l'achèvement d'un ouvrage d'art. Elle consacre surtout la restauration d'un lien vital entre des communautés, la relance d'un corridor d'échange et l'ouverture de nouvelles perspectives économiques et sociales pour les populations du Sankoro. Un ouvrage qui devrait contribuer à désenclaver davantage cette partie du Sankoro et à dynamiser les échanges locaux. À présent, parlons de l'extension de la ville de Kinshasa. L'Agence congolaise des grands travaux veut rapidement passer à la phase d'exécution. Pour ce faire, la CGT sollicite des autorités compétentes l'accélération des études techniques. Suivez. Le projet pluridisciplinaire de l'extension de la ville de Kinshasa a besoin de l'apport de plusieurs structures étatiques. La coordination de son comité stratégique a frappé au portillon de l'Agence congolaise des grands travaux ce vendredi 7 août 2026 pour exprimer un besoin de collaboration en termes d'études. Reçu par le directeur général de ce service public rattaché au ministère des ITP, l'ingénieur Nikon Zao, le coordonnateur principal Thierry Katembwe Mbala a exprimé ses différents besoins. Il a été question principalement d'une forte collaboration entre le CSPVK, la coordination de l'extension de la ville de Kinshasa, et la CGT pour les projets d'infrastructure, le suivi, les études, le contrôle. Au mois de décembre 2025, le chef de l'État avait donné le go à ces travaux de l'extension de la ville de Kinshasa qui est prévue sur une surface de 43 000 hectares dans la commune de Maluku à quelques 45 km de Kinshasa et les travaux ont commencé dans la foulée.
On a démarré les installations, mais aussi les tracés du boulevard central, 7 km sur 48 mètres de large. Il y a les bases vies et incessamment aussi il y a le démarrage de la première zone commerciale en fait des appartements. Le projet ambitionne de faire de Kinshasa un pôle économique moderne. Il prévoit des logements, un agropole, une zone industrielle et logistique, une marina, ainsi qu'un hôpital et une université. Didier Kioni, coordonnateur adjoint chargé des questions techniques, et Alain Kabuntu, directeur technique du comité, ont également pris part à cette audience. L'actualité se poursuit à Ottawa au Canada. La communauté congolaise a commémoré le 2 août dernier la journée nationale du Génocoste entre recueillement, témoignages, poignards et messages d'engagement. Cette deuxième édition a ravivé les devoirs de mémoire en hommage des victimes des violences à l'est de la République démocratique du Congo. Les décors étaient empreints de solennité à l'ambassade de l'RDC au Canada. C'est dimanche 2 août à l'occasion de la commémoration pour la deuxième année consécutive de la journée nationale du Génocoste. La communauté congolaise a répondu massivement à cet appel du devoir de mémoire sous l'impulsion de l'ambassadeur Joska Kabongo. La cérémonie s'est déroulée en présence de la conseillère principale du chef de l'État et du député fédéral canadien d'origine congolaise, Olivier Toumba. Ponctué des discours officiels, la rencontre a surtout été marquée par des témoignages poignants rappelant les heures sombres vécues par les victimes dans les buts de sensibiliser davantage l'opinion internationale aux ravages de la guerre et des violences persistantes dans l'est de la RDC. Le gouvernement de la République, sous le leadership de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, met tout en œuvre pour restaurer durablement la paix, la sécurité et l'intégrité territoriale de notre pays. L'impunité n'a pas sa place dans le monde d'aujourd'hui. Les victimes ont droit à la vérité, à la justice, à des réparations appropriées et à des garanties de non-répétition. De son côté, la conseillère principale du chef de l'État a insisté sur le rôle du FONAREV dans la prise en charge des victimes et l'accompagnement de leurs familles, mettant en lumière les efforts engagés pour leur réparation et leur dignité. Les points culminants de la cérémonie a été la projection de messages du chef de l'État et de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi dédiée au Génocoste. Le premier vendredi du mois d'août de chaque année consacré à la journée mondiale des bières, une journée instituée pour célébrer, saluer le travail des brasseurs et célébrer également la culture de la bière en RDC et à Kinshasa particulièrement. Une nouvelle habitude sociale s'installe de plus en plus où on voit les femmes se retrouver seules sans la présence des hommes pour passer du temps ensemble et prendre la bière. Les week-ends tombent, le terrasse et le bar s'y remplissent petit à petit. Des groupes d'amis se retrouvent l'un après l'autre. Autour des tables, les conversations s'animent. Au milieu de cette ambiance festive, une scène revient de plus en plus souvent. Des groupes de jeunes femmes réunies entre elles, partageant une bière sans être accompagnées d'hommes. Les tenanciers constatent une transformation progressive de leur clientèle. Les femmes ne viennent plus seulement accompagner leurs conjoints, anniversaires, retrouvailles entre anciennes camarades, célébrations après le résultat de l'exéta ou d'une collation de grâce. Les occasions ne manquent pas. Nous recevons parfois des femmes qui viennent seules ou entre amis pour se détendre. Pour ces jeunes femmes, ces rencontres sont d'abord des moments de détente. Elles affirment que ces sorties leur permettent de renforcer leur lien d'amitié. Ce n'est pas un problème. Il m'arrive de sortir avec mes amis pour prendre une bière et faire la fête lorsqu'elles m'invitent. Cette évolution ne fait toutefois pas l'unanimité. Certaines s'inquiètent de voir ces jeunes adopter des comportements qu'ils jugent contraires aux valeurs traditionnelles et à l'image de la femme. Elles estiment qu'une femme ne doit pas disposer des mêmes libertés qu'un homme dans ses choix de loisirs. Pour moi, rester entre femmes dans un bar pour boire de la bière n'est pas une bonne chose. C'est une pratique que je désapprouve. À l'occasion de cette journée mondiale de la bière, ces phénomènes mettent en lumière bien plus qu'une simple habitude de consommation.
Des centaines de tonnes de cuivre et cobalt quittent frauduleusement la République démocratique du Congo vers des destinations souvent inconnues, décriées. La justice s'en saisit et le tribunal de commerce de Lubumbashi poursuit l'instruction de ce dossier lié à l'exportation des minerais congolais hors circuit officiel. L'affaire qui oppose les ministères publics ainsi que le parti civil de la RDC et les centres d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses CEC à M. Ilunga Kisimba Ben, au sujet chinois Fuqiang Yaofei, à la société Esther Mining et Sarel, à 7 autres sociétés chinoises devant les tribunaux de commerce de Lubumbashi, s'est poursuivi au cours de cette deuxième audience. Ils sont poursuivis pour fraude minière portant sur 216 tonnes métriques de cathodes de cuivre, 40 tonnes métriques d'anodes de cuivre, 1870 tonnes d'hydroxyde de cobalt ainsi que pour blanchiment de capitaux. Procédure fait suite à la dénonciation par le CEC conformément à ses prérogatives légales en matière de lutte contre la fraude minière. Pour diverses raisons que les avocats de CEC ont expliqué, l'affaire a été renvoyée au 21 août. La fraude a consisté à la vente illicite, à l'achat et à la vente illicite d'un certain nombre de substances minières qu'on a saisies par le parquet de grande instance de Lubumbashi et qui a transmis les dossiers par devant les tribunaux de commerce de Lubumbashi aussi. C'est ainsi que le tribunal a estimé qu'il faille remettre à 2 semaines pour signifier aux autres parties qui n'ont pas comparu qu'il y aura audience le 21 août. L'instruction se poursuivra dans ces dossiers qui intéressent plus d'un Congolais. La Société nationale d'électricité, SNEL, dénonce une fois de plus des câbles électriques à Kasavubu, ici dans la capitale, des actes qui paralysent la desserte en électricité et qui coûtent cher à l'entreprise. Suivez. Des câbles sectionnés, une commune plongée dans le noir, puis une promesse non tenue. Dans la commune de Kasavubu, la situation de la cabine Boussoumelo 2 connaît enfin un début de dénouement. Selon la SNEL, entreprise 2K, engagée dans les travaux de bétonnage de l'avenue Irébou, aurait sectionné les câbles moyenne tension alimentant la cabine sans concertation préalable avec la Société d'électricité. Moi, en tant que bourgmestre de la commune de Kasavubu, je vous ai parlé des faits réels et puis les faits vérifiables. Je crois que il y a moins de populations qui ont besoin la population a besoin de cela, la population a besoin d'électricité. Alors tous, ils allient bien pour la population. Face à cette situation, le directeur général de la SNEL, le professeur Teddy Luamba, a instruit ses équipes pour établir rapidement la desserte. Il ne fait pas totalement comme certaines opinions a voulu vous faire comprendre. Il y a 4 départs sur les 6 qui sont prévus en ce moment à la cabine Mélo 2. De son côté, le bourgmestre de Kasavubu appelle la population à se méfier des rumeurs et à privilégier les informations provenant de sources officielles. À ce jour, 4 de ces 6 départs de la cabine Boussoumelo 2 sont déjà opérationnels. Les 2 autres restent en cours de réhabilitation avec espoir d'un retour complet à la normale. Et enfin, former les compétences pour bâtir INGA 3, c'est l'essentiel du protocole d'accord signé entre l'Institut national de préparation professionnelle et l'Agence de développement et de promotion du projet Grand INGA. Les jeunes formés vont travailler et ainsi répondre aux besoins de l'employabilité et de la main-d'œuvre compétente. Ce reportage porte la signature de Jojo Ndibou et Séverine Katanda. Cette cérémonie a réuni les responsables de l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand INGA ADPI RDC, conduit par son directeur général Bob Mabiala Mvumbi, de l'Institut national de préparation professionnelle INPP, par son directeur général adjoint Patrick Kayembe Sompi et de la Banque mondiale ainsi que des tant d'autres partenaires nationaux et internationaux. Un autre temps fort, il s'agit de la signature du protocole d'accord entre le directeur général de l'ADPI RDC et le directeur général adjoint de l'INPP. Ce protocole d'accord s'inscrit dans le cadre du programme de développement d'INGA 3 financé par le groupe de la Banque mondiale.
il faut reconnaître la compétence locale pour permettre à ce que les retombées du projet, les retombées économiques et financières doivent pouvoir commencer par l'employabilité de nos jeunes. L'INPP va participer à ces projets pour mettre en place les compétences nécessaires pour développer le projet Grand Inga et pour le bien-être de la population. ADPI RDC assurera la planification, la passation de marché, la gestion fiduciaire et environnementale, et l'INPP spécialisé dans la qualification, le perfectionnement, l'ingénierie de formation, l'évaluation et la certification professionnelle s'engage à apporter son expertise, tandis que la Banque mondiale apporte l'appui technico-financier par le biais de l'ADPI RDC au centre de l'INPP Mbanzangungu, Matadi, Boma, Tchela et Mwanda, par l'acquisition des équipements didactiques et modélisation de laboratoires, salles de formation et ateliers, ainsi que les formations des formateurs. Ce journal a été coordonné par Lucille Vicenda. Bobette Ngali Samba prend le relais ce samedi. Merci à toute l'équipe technique, Émile Zola, Lievien Yoba et Jonathan Moubalama. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la télévision nationale congolaise.